Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Québec Océan. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux conférenciers qui vont venir nous présenter le projet Manger notre Saint-Laurent. Donc, tout d'abord, on accueille Mélanie Lemire, qui est professeure agrégée au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Elle est aussi chercheure à l'axe santé des populations et pratiques optimales en santé au CHU de Québec et à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes. Mélanie est titulaire de la chaire littorale, qui est la chaire de recherche Partenariat Sentinelle-Nord en approche écosystémique de la santé. Elle est l'experte désignée pour le Canada au sein de Human Health Assessment Group du Arctic Monitoring and Assessment Programme. Les projets de Mélanie s'intéressent aux contaminants environnementaux, aux changements océaniques et de la nutrition en lien avec la santé des autochtones et des populations côtières. Elle utilise des approches transdisciplinaires, intersectorielles et participatives. Ces résultats vont servir à développer des outils d'aide à la décision, des programmes ou des politiques à différentes échelles, aussi bien locales, fédérales qu'internationales. Notre deuxième conférencier est Dany Dumont, qui est professeur-chercheur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Il est directeur du réseau Québec maritime. Les recherches de Dany portent sur l'interaction vague-banquise dans la zone marginale glaciaire. Elle s'intéresse à la dynamique de la banquise, l'océanographie des milieux côtiers couverts de glace et la réponse des écosystèmes marins au processus physique de la colonne d'eau. Il va contribuer à développer des outils qui vont utiliser ces connaissances sur les conditions de navigation et de glace pour faciliter un accès sécuritaire aux ressources maritimes. Bonjour tout le monde. Merci Astrid. En direct de Saint-André-de-Kamouraska, sur le bord du fleuve. Le fleuve est juste là. En fait, Dany et moi, on veut vous présenter un projet qui nous sort de nos zones de confort comme scientifiques et qui nous amène aussi à prendre des positions nouvelles sur la place publique, mais aussi dans la sphère un petit peu plus politique. Le projet Manger notre Saint-Laurent est financé par le réseau Québec maritime depuis 2018 et rassemble des chercheurs de plusieurs universités académiques. Je vais vous revenir des universités. Je vais vous revenir là-dessus dans quelques minutes. En fait, l'équipe est composée de Steve Plante, Marie Marquis, Dany, Holly Whitman à l'Université Laval, mais aussi toute une série de coordonnateurs basés en région, entre autres Esteban Figueroa au CIRAD, basé à Carleton-sur-Mer, des collègues du CERMIM aux îles de la Madeleine, des super étudiants gradués, également des chefs culinaires, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Est du Québec, Pierre-Olivier Ferry, anciennement au Jardin de Métis, qui a son propre atelier culinaire maintenant, Yannick Ouellette de l'Académie à Sainte-Anne-des-Monts, Colombe Saint-Pierre, qui va peut-être passer là, dans quelques minutes, elle est en chemin, du restaurant chez Saint-Pierre au Bic, Joanne Vigneault, de chez Gourmande de Nature, Kim Côté, du bistrot Côté Est à Kamouraska, qui sert le fameux Bargelot Fuck Burger, et des collègues dans les arts visuels, notamment Nicolas Paquet. Et dans la deuxième phase du projet qui a été financée à partir d'avril cette année, on a des nouveaux collaborateurs précieux dans des domaines qui n'étaient pas couverts au départ, notamment François L'Italien de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, Yves Bonniviger, directeur de la santé publique. Vous comprendrez que présentement, il est très occupé. Émilie Morin de l'UQAR, qui s'intéresse à l'éducation et au pouvoir agir des jeunes en relation avec l'environnement. Perle Morancy du bistrot Côté Est, Baptiste Grison, artiste visuel, et Nicolas Lévesque, également artiste visuel. Nos principaux collaborateurs, c'est les gens dans les communautés. On a travaillé étroitement avec 4 municipalités ou communautés, notamment les Wolastoqiyik, Washipeyuk, l'anciennement connu comme les Malécites de Visée basés à Kakuna, Capcha, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et les îles de la Madeleine. On travaille étroitement le plus possible avec les CIUS Gaspésie de la Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, Exploramer, l'Observatoire global du Saint-Laurent basé à l'UQAR, et ceci dans le grand objectif de valoriser la consommation des ressources marines et végétales du fleuve, de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Comme vous le savez, moi, je travaille en santé environnementale en Arctique. Je sors vraiment de ma zone de confort dans le sens que
cet engagement-là face à ce projet-ci, c'est surtout d'abord et avant tout à titre initialement de citoyen, dans la volonté de revoir les aliments de chez nous revenir dans l'assiette. Puis Dani, si tu veux dire quelques mots par rapport à ta zone de confort. Ben, oui, tout à fait. Donc, le chapeau que j'ai porté là-dedans, c'est beaucoup, oui, celui de citoyen, puis en même temps, celui de directeur thématique là, au réseau Québec maritime. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en 2016, le réseau a été créé, puis on s'est donné ensemble une mission de fédérer tout le monde, en fin de compte, rassembler toutes les forces vives en recherche du Québec et pour le développement maritime durable. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ben, en gros, on s'est assis à une table, Mélanie et moi, on est des bons amis, puis on a eu des idées, puis on a voulu travailler ensemble. Et c'est cette idée-là qui nous a résonné, finalement, de travailler sur les ressources marines, parce qu'on en consomme tous, ou on veut en consommer, puis on se pose des questions. Et on savait aussi qu'il y avait des gens autour de nous qui étaient capables d'embarquer dans le bateau pour nous aider à faire ça. Donc, moi, mon désir, c'était de comprendre, puis en même temps de voir, de mettre sur l'eau un nouveau bateau comme ça, puis de sauter dedans pour voir où est-ce que ça nous amène. Il y a aussi Philippe Archambault qui est présent, qui est embarqué sur un projet satellite de Manger notre Saint-Laurent. Donc, au début, les objectifs du projet étaient de documenter. On essayait de comprendre la problématique. Donc, vraiment de travailler avec nos partenaires pour documenter les enjeux prioritaires, puis de développer et piloter 2 outils dans lesquels on n'ira pas en profondeur aujourd'hui. Un site web pour rassembler et rendre disponibles les données en lien avec l'environnement marin de l'Est du Québec. Puis si ça vous intéresse, je vous invite à contacter Dani. Également, avec une étudiante de l'Université Laval et Holly Whitman, de développer un site web pour centraliser l'information sur les espèces disponibles dans l'Est du Québec selon les saisons, leurs bienfaits nutritifs, ainsi que les enjeux de contaminants et où se les procurer. C'est important de mentionner que souvent, on a la perception que les aliments du fleuve sont contaminés. Mais c'est en très grande partie faux. Il existe des exceptions, mais de façon générale, les aliments du fleuve, de l'estuaire et du golfe sont de qualité exceptionnelle. On va retrouver seulement des concentrations très élevées de contaminants dans les grands thons rouges ou bien les grands phoques gris qui sont les prédateurs en haut. Mais de façon générale, c'est une fausse perception que les aliments de la mer du Saint-Laurent sont contaminés. Justement, en discutant toutes ces informations-là, on a fait plusieurs ateliers de co-construction pour vraiment développer nos objectifs de recherche avec les communautés, inspirés de l'approche MEAG qui a été développée par Steve Plante à l'UQAR, qui visait, entre autres, à identifier des espèces marines ou végétales issues du Saint-Laurent à valoriser localement, mais aussi de faire émerger différentes stratégies pour valoriser ces espèces, des clientèles cibles auprès de faire ces projets-là, puis avec lesquels on a développé des objectifs de recherche. Je vous passe en rafale ici quelques images. Ici, c'est l'atelier qu'on a fait à Sainte-Thérèse de Gaspé avec des gens de différents milieux de la région, tant du secteur municipal, des pêcheurs, jeunes et moins jeunes, et des gens, entre autres, du secteur de l'éducation et de Mérinotte. Ça ici, c'est l'atelier aux îles de la Madeleine. Qu'on a réalisé chez Gourmande de Nature avec une dégustation mise en œuvre par Joanne Vigneault. C'était vraiment, vraiment une belle expérience où on avait des gens également de Pêche Océan, du MAPAC pour alimenter la discussion. Donc, c'était très dynamique. Puis aussi, par exemple, avec la Première Nation Wolastoqiyik Washipeyuk de Kakuna. Donc, on a vraiment essayé de construire nos objectifs avec eux. En résumé, à CAPTCHA, on a focusé sur les pêcheurs, leur savoir-faire, puis leurs efforts au centre des échanges visant à rendre disponibles les aliments de la mer. À Sainte-Thérèse de Gaspé, on visait à recueillir le savoir des aînés et leurs traditions en lien avec l'exploitation des ressources dans les années qui nous ont précédés. Aux îles de la Madeleine, notre objectif de recherche visait à partager le savoir des aînés et leurs traditions aux familles et aux jeunes familles des îles de la Madeleine. Alors qu'avec la Première Nation, c'était de documenter l'intérêt des membres pour les ressources qui sont pêchées par les Malicites.
Puis aussi, on a fait un sondage national pour documenter les connaissances des Québécois à l'égard des ressources comestibles du Saint-Laurent. Comme vous voyez, ce n'est pas des objectifs de recherche dans lesquels, par exemple, moi, je suis familière. C'est de la recherche surtout de nature qualitative qui a été portée par Marie Marquis de l'Université de Montréal, avec laquelle j'ai appris tout au long des mois où on a fait les collectes de données. Donc ça, ici, c'est l'exemple du sondage qu'on a distribué à la grandeur du Québec. Puis maintenant, on va faire un petit jeu interactif avec vous. On vous invite à répondre dans le chat. Comme on est habitué maintenant de donner des cours en ligne, on veut rendre ça dynamique. Puis on vous invite à répondre pour les lettres D, E et H. Donc, D, qui est, je ne sais pas si vous voyez mon cursus, la bête ici en haut, en plein milieu. E, le fameux poisson rouge, je vous ai donné un indice. Puis le H ici à votre droite. Est-ce qu'on peut voir le chat? Est-ce que tu vois le chat, Dani? Oui, je le vois. J'ai déjà une réponse. OK. Donc, on vous donne poum, 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 poum. On a des réponses une réponse pour le D, 2 réponses pour le E. Est-ce que vous connaissez vos ressources du Saint-Laurent? Donc, pour le D, on a Boudroit, Beaudroit ou Lot. Exactement. Pour le E, on a quelques Sébastes. D égale Boudroit ou Beaudroit? Ah tiens, ça c'est intéressant. C'est la première fois que je vois Boudroit. Et on a quelqu'un qui nous dit que le H, c'est Virginie. Ah, mais le Virginie Roy qui a identifié le H comme étant de la Mactre de Stimson. Et non. Ah oui. Et non, ça ici, c'est de la... Philippe, ça là, c'est de la palourde quoi? C'est de la palourde des îles de la Madeleine. Donc ça, c'est de la palourde atlantique, c'est ça? Là, il y a du liquide, là, mais... Ça ici, c'est de la palourde atlantique. C'est dans la même famille que la martre, mais ce n'est pas la martre de Simpson. Donc, pour votre information. Donc, ici, les réponses pour les différentes espèces pour lesquelles on vous a présenté des images. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a plusieurs plantes de bord de mer qui se cueillent juste en face. Maintenant, on aimerait vous présenter en rafale quelques résultats forts avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise de la COVID. Donc, pour ce qui est des résultats à CAPTCHA, on a fait un sondage avec les parents. Puis, la plupart d'entre eux rapportent peu d'endroits où se procurer les ressources du Saint-Laurent, mais aussi qu'ils aimeraient pouvoir acheter des ressources pas trop chères ou fraîchement pêchées tout au long de l'année, notamment congelées ou transformées, mais surtout aussi également directement au quai. Quelques citations. « Je mange rarement du poisson, mais si j'en mange, j'aimerais qu'il vienne d'ici. » Une autre personne nous a dit « Il faudrait acheter la ressource de notre coin avant d'acheter celle des autres pays. » Maintenant, pour ce qui est des entrevues avec les pêcheurs, il y a 10 pêcheurs et une femme pêcheur qui a été rencontrée, un cueilleur d'algues et la mère de plusieurs pêcheurs. On a rencontré 8 hommes et 2 femmes. Puis, on a aussi également recueilli quelques magnifiques photos qui témoignent du rôle des familles dans la pêche et non seulement des pêcheurs. En tant que tel, souvent, c'est une entreprise familiale. Les pêcheurs nous ont parlé de leur amour pour leur métier, leur quotidien, mais également les risques et les peurs associées à leur métier, leur relation avec le bateau et avec le fleuve, leurs partenaires, leur générosité, également leur préoccupation sur la ressource et leur perception sur les connaissances du métier. En rafale, ici, on a toute une série de belles citations, mais on va vous soulever surtout les thèmes. Par exemple, il y en a plusieurs qui nous ont dit que le métier de pêcheur, c'était le plus beau métier du monde, que tu es libre, qu'il y a des lois, mais je veux dire, comme moi, je suis le capitaine, avant ça, j'étais un employé, c'est pas pareil. Mais aussi leur amour pour le Saint-Laurent. Il y a une femme malicite qui nous a dit « Moi, je vais être pêcheuse toute ma vie. J'ai un grand amant. Il s'appelle le Saint-Laurent. » Également, un cueilleur d'algues nous a répondu « J'adore cueillir. Fait que aussitôt que je cueille quelque chose, c'est un lien direct, peu importe c'est quoi la cueillette. Puis j'adore l'eau. C'est comme combiner 2 choses que j'aime. C'est quand même des grands moments de bien-être, intenses physiquement, mais j'aime bien. Qu'il y ait des vagues, puis tout ça. Puis quand il y a une baleine qui passe à côté, c'est un rappel de « Ouais, OK, je ne suis pas toute seule. »
C'est également un des métiers les plus dangereux et les plus meurtriers au Québec. Il y a des pêcheurs qui nous ont dit, par exemple, si tu as peur d'avoir peur, tu n'iras jamais loin. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas peur de la peur. C'est aussi le plus exigeant. Quand tu es parti à l'extérieur, tu es plus proche de chez toi d'une façon. Dani, veux-tu nous donner quelques statistiques qui est tiré de la stratégie maritime? Oui, tout à fait. En fin de compte, ce qui est relaté ici par les pêcheurs, c'est un état de fait aussi qui transparaît dans les statistiques. C'est connu depuis longtemps que la pêche commerciale ou la collecte, en fin de compte, et au Québec, dans les maritimes aussi, c'est le métier le plus meurtrier, c'est la profession la plus meurtrière au pays. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs décennies. C'est une situation qui a été relatée, puis qu'on a justement dans le cadre d'un autre projet RQM, on a contribué à, finalement, les chercheurs dans ce projet-là ont contribué à comprendre ou à arrimer finalement ces risques-là à la culture de sécurité qui existe ou qui n'existe pas, et puis à rassembler finalement des bonnes statistiques pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est un fait que c'est un métier extrêmement risqué, voilà, qui a été relaté dans nos entrevues. Puis parmi leurs peurs qu'ils soulèvent lorsqu'ils sont en mer, ils parlent souvent des vents, également de la noirceur, quand ils doivent partir le matin très tôt ou bien revenir au quai, quand ils frappent des objets ou même ce qu'ils ne savent pas, qui peut défoncer les bateaux, les glaces, entre autres, surtout ceux qui sortent très tôt dans l'année comme les crabiers. Ils ont aussi peur des eaux usées qui peut mettre en péril la qualité de la ressource. Des bateaux de croisière, notamment, qui, entre autres, font beaucoup de bruit dans l'eau et rejettent des eaux usées parfois. Des ancrages de bateaux de cargaison qui vont, selon leur perception, détruire certains fonds marins à proximité des quais, entre autres. Mais aussi, ce qu'ils nous ont soulevé, c'est que, ici, je pense que ça vaut la peine de la lire, c'est parce que d'où vont les produits qui pêchent, t'sais? Notamment parce que là, le prix du poisson monte, le crabe, les prix montent. Fait que là, je suis sûre que vous autres ici à Captcha, c'est un petit village, il n'y a pas grand job. Fait que là, fait que là, le monde, ils font juste survivre à leurs besoins. Quand ça arrive, le temps d'acheter du poisson, mais là, à cause des usines, les prix montent. Ça arrive que les poissonneries sont là, les prix sont hauts. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller s'acheter du poisson frais à 12-13 piastres la livre. Là, mon accent, il faudrait que je travaille mon accent. C'est ça qui est dommage, parce que oui, nous autres, c'est un avantage parce que les prix montent, mais rendus aux poissonneries, c'est eux autres qui payent le prix. C'est tellement rendu haut que le monde a de la misère à en acheter. Le monde essaie d'aller directement au pêcheur pour essayer de l'avoir parce qu'il paye moins cher. Je vais juste tasser la fenêtre de Zoom. Surtout ici à Captcha, il y a souvent du monde. Surtout comme là, c'est le temps du crabe. Aussitôt qu'il y a un pêcheur qui sort, le quai se remplit, puis tout le monde y va. On le vend le même prix. On est bien satisfait de faire du monde satisfait autour de notre produit, puis on aime bien ça faire parler de nous autres aussi. Les pêcheurs, ils travaillent souvent avec l'usine. Le poisson est chipé en ville, plus loin. Puis là, il y a un autre pêcheur qui nous dit, parce que là, tout est chipé ailleurs. La plupart du turbo que je vends, moi, il n'est pas pour ici. Il n'est pas pour nourrir Captcha puis Sainte-Anne, même pas Matane, je ne pense pas. C'est sûr qu'il y a une couple de fournisseurs, ils doivent en acheter de la poissonnerie comme Civic, je suis certain. Ils ramassent ce poisson-là un peu pour en vendre, mais à part ça, tout est chipé ailleurs. Ça devrait être plus par ici, par exemple, c'est sûr. Pour ce qui est des résultats qui ont été soulevés par les aînés de Sainte-Thérèse de Gaspé, encore quelques résultats en rafale. On a fait des entrevues avec des aînés, des hommes, des femmes. Ici, des belles photos, des engins de pêche un peu plus anciens pour ce qui est de la pêche au crabe, entre autres. Des engins plus récents pour ce qui est de la pêche au crabe, mais aussi une belle grosse morue comme il s'en fait plus. Mais aussi le séchage traditionnel de la morue en Gaspésie. Ils ont soulevé notamment leurs conditions de travail à l'époque. Ils pêchaient, ils étaient camionneurs, puis l'hiver, ils allaient bûcher dans le bois. Ils faisaient le métier de pêcheur professionnellement? Oui, mais ce n'était pas payant dans le temps. Puis aujourd'hui, c'est payant. Comme ça, dans le temps, quand vous étiez enfant, vous voyez ça comment le métier de pêcheur? Ben, c'était pas un métier où venaient les gens riches, là. C'était juste pour survivre. Puis encore, il y en a qui ne survivaient pas à la pêche.
Il y a un participant qui nous a soulevé l'enjeu suivant. Ma mère, c'était vaillant. Elle faisait des grands jardins. Elle avait justement un bout de gazon en boîtier ici, c'était ses jardins. Il y en avait des choux, des carottes, on en vendait, tu sais. C'est avec cet argent-là qu'on achetait la farine, puis il n'y avait pas de gagnant. Le père était malade. On achetait du thé, du sucre, il ne faut pas oublier la mélasse. Si on n'avait pas mangé les produits de la mer, on serait mort de faim. Le poisson, on l'avait pour rien. On allait au bord de l'eau et nous donnait à nourrir. Ici, ils font référence à l'usine de poissons. On ne le vendait pas là. Ils nous donnaient. On en a trop, voilà de morue. Ils nous donnaient de la morue, puis on s'occupait de faire des filets à la maison. Également, les recettes de tête de morue qui sont bien traditionnelles, entre autres, de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, en gros, nos constats de nos rencontres avec les gens dans les communautés, c'est que plusieurs espèces comestibles du Saint-Laurent demeurent méconnues ou mal aimées, notamment le phoque gris, les algues, le sébaste, qui est en augmentation présentement dans le fleuve. Bien que la pêche représente une activité économique très importante pour l'Est du Québec, il ne contribue pas tant que ça au développement des communautés côtières de l'Est. Et la majorité des populations côtières de l'Est du Québec, mais aussi d'ailleurs au Québec, n'ont pas accès aux ressources du Saint-Laurent parce que celles-ci sont majoritairement exportées vers les marchés internationaux. Et ce Saint-Laurent, riche de ressources, a perdu son rôle de pourvoyeur généreux pour les familles les plus vulnérables. Comme Perle le dit si bien, manger notre Saint-Laurent, c'est se réapproprier une part de notre identité, un terroir marié qui est en nous, mais qu'on a oublié, et qui se forge le patrimoine gourmand et notre autonomie alimentaire au Québec. Cette citation nous a été donnée avant la COVID. il y a des choses qui sont pré-COVID, post-COVID, celle-ci était pré-COVID. À partir de nos rencontres, entre autres aux îles de la Madeleine, on a réfléchi à toute une série de beaux objectifs scientifiques. Fait que là, je vais passer la parole à Dany. Oui, tout à fait. Donc, on arrivait à cette époque-là, à la fin de la première phase du projet, là, qui a été financé dans le cadre d'un projet Odyssée. Il fallait réfléchir, évidemment, on a créé un momentum, on a initié des relations privilégiées avec beaucoup de communautés et on a identifié aussi, par rapport aux objectifs initiaux, notamment, par exemple, au début, Mélanie a mentionné que je travaillais sur finalement l'enjeu des glaces comme peut-être potentiellement intéressant pour les pêcheurs, mais au fur et à mesure, puis l'accès à la ressource, puis la sécurité, mais au fur et à mesure des constats qu'on a faits, on s'est rendu compte que la question de l'alimentation de la mer, finalement, des aliments de la mer, ce que ça apportait, c'est des enjeux comme des inégalités sociales. Il y a beaucoup de paradoxes associés à ça qui émanent évidemment d'enjeux complexes, réglementaires, des choses que quand on creuse un peu, on se demande mais comment ça, c'est comme ça, un peu comme plusieurs chefs nous l'ont dit qu'ils font de la plongée, ils voient une biodiversité incroyable des espèces comestibles, mais qu'on n'a pas dans nos assiettes, qui ne sont pas dans nos épiceries. On mange des choses qui sont importées. Pourquoi ça? Donc, il y a un questionnement qui était profond. Il y a aussi, évidemment, une situation qui a changé dans l'histoire. Donc, ces enjeux complexes-là évoluent dans un contexte historique. Et donc, on s'est dit, il faut aller plus loin là-dedans. Et on voulait, évidemment, est arrivé aussi la pandémie, la COVID. Et on a mis en place finalement une équipe un peu nouvelle où on s'est adjoint des économistes et on a dit, Visage Régionaux, là, qui est une entreprise de marketing régional pour essayer de passer à l'action. Essayer de changer les choses dans un projet de recherche, puis on va voir où est-ce que ça nous mène. On ne pouvait plus continuer à faire de la recherche participative dans les communautés comme on le faisait avant. Donc, aussi mu par l'implication de Colombe Saint-Pierre, notre allié vraiment hyper dynamique, on s'est lancé dans une campagne d'information. Donc, l'idée, c'était d'informer les gens, mais en passant par un appel à l'action. Donc, on a lancé une campagne de mobilisation grand public que vous allez voir tout à l'heure, manger notre Saint-Laurent.com. Et l'idée, c'est de proposer des actions que tout le monde peut faire, mais de mener finalement à un partage d'informations scientifiques, journalistiques un peu plus en profondeur pour comprendre les enjeux qui sous-tendent ces paradoxes-là, ces problèmes-là identifiés dans la première phase. Et scientifiquement aussi, on voulait profiter de cette mobilisation-là pour réfléchir ensemble à des solutions structurantes. Et pas, ce qu'on ne veut pas, c'est juste qu'on ne veut pas juste changer le comportement individuel, mais on veut
repenser finalement, puis trouver des solutions durables pour que cette situation-là évolue pour le mieux, pour une meilleure autonomie alimentaire, meilleure justice sociale, meilleure appropriation culturelle et identitaire et aussi économique de ces ressources-là. Donc, là... Dani, si je peux compléter aussi, avec la COVID, on a monté notre campagne aussi en solidarité aux pêcheurs et aux transformateurs où il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes parce que les marchés extérieurs étaient fermés. Donc, exactement. On se demandait au départ quels allaient être les impacts de cette pandémie-là. Et on a vu parmi les impacts, les réactions, bien évidemment, le gouvernement qui a lancé l'initiative comme le panier bleu. Il y a eu aussi de belles initiatives régionales pour essayer de valoriser les produits locaux. Et donc, tout ça a créé une synergie vraiment intéressante pour lancer cette campagne. Puis donc, dans lequel, évidemment, a sauté à pieds joints Colombe et puis Christian Bégin et tout plein de gens, en fin de compte, des chefs qui nous ont aussi partagé des recettes. Donc, on vous invite à en faire partie aussi. Mélanie, tu voulais... Oh. Excusez-moi, je voulais arrêter, mais pas qu'il y ait de petits bruits, là. Puis au fur et à mesure, c'est ça, au fur et à mesure de tout ça, donc le projet finalement est passé d'un projet de recherche porté par, oui, des chercheurs multidisciplinaires intersectoriels à un véritable collectif de réflexion qui, aujourd'hui, porte ni plus ni moins qu'un projet de société et qu'on a structuré, qu'on a tenté finalement de comprendre de la manière suivante. C'est que, évidemment, il y a un état de fait là, qui existe, c'est qu'on exporte la majorité de nos ressources vers l'étranger, de nos ressources marines, de nos aliments marins, et on importe ce qu'on mange ici. Donc, d'abord, il y a un problème, il faut travailler sur la demande, donc il faut que les gens puissent demander ces produits-là. Puis là, pour comprendre ça, qu'est-ce qui affecte la demande? Ben, on était nourris par nos consultations. Évidemment, il y a de l'éducation, il y a les questions de santé qui interviennent, les questions de développement des régions côtières, il y a une question d'éducation fondamentale là-dedans. Mais il y a aussi la demande, travailler sur la demande n'est pas suffisant. Il y a aussi le volet offre. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'offre va pouvoir être là, que toute la logistique finalement, puis la structure du métier de pêcheur jusqu'au distributeur puisse satisfaire à cette demande-là pour qu'on puisse changer ce paradoxe-là, adresser ce paradoxe-là, puis inverser la balance commerciale et favoriser l'autonomie, la sécurité alimentaire, principalement, évidemment, au bénéfice des communautés de l'Est du Québec, des communautés côtières de l'Est du Québec. Et a posteriori, évidemment, pour le bénéfice de tout le Québec. Donc, la campagne, et puis ce bouillonnement d'idées a créé un momentum, puis on s'est rendu compte, en fait, il y a énormément d'initiatives, certains le savaient, mais on les a regroupées, on les a vues, on les a finalement accueillis dans le collectif. Et il y a définitivement un momentum, et il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives porteuses qui sont souvent très locales, régionales. Et vous allez voir, finalement, ce qu'on aimerait, c'est bâtir, ou en tout cas sur ces différentes initiatives-là pour créer quelque chose d'un peu plus structurant. Donc ici, des exemples d'initiatives comme le regroupement des cuisines collectives, qui par exemple va être partie prenante dans un projet sur le sébaste avec Marie Marquis notamment. Donc, puis ici, si je peux compléter, à la droite en haut, c'est William B. Les huîtres William B. Il y avait une entrevue dans la presse en fin de semaine. C'est une entreprise père-fils extrêmement dynamique. Puis il y a aussi Fruits de mer du Québec que vous pouvez retrouver dans tous les bons IGA, qui est un bel exemple de circuit court avec des produits du Saint-Laurent qui se retrouvent dans tous les établissements IGA du Québec. Donc, il y a vraiment de l'innovation et aussi avec tous les groupes plus de cuisine collective et même de stratégies de sécurité alimentaire et de saines habitudes de vie. Là, il y a toute une réflexion en cours où on espère pouvoir contribuer à mieux intégrer les aliments de la mer qui ne font pas tant pour le moment partie de ces initiatives-là. Donc, en gros, la campagne, ça vise à alimenter un projet de société. Alimenter, c'est bien le dire, pour porter l'autonomie alimentaire
dans une visée de justice sociale, de développement des communautés côtières. Parmi les thématiques à venir, au sein de la page là, de Manger notre Saint-Laurent, où on produit des articles avec Hélène Raymond, avec l'IREC, entre autres, je vous invite à aller lire l'article sur l'esturgeon jaune et noir et son exploitation historique dans le fleuve. L'historique de Pêcheurs Unis, une coopérative de pêcheurs qui a existé et qui a fait faillite pour différentes raisons, mais qui constitue un excellent modèle de ce qui pourrait revenir au sein de nos communautés. Mais aussi, au fil des prochains mois, vous aurez des petits articles sur le flétan, le thon rouge, la mariculture, le développement des communautés côtières via des vidéos, des webinaires, des articles vulgarisés, peut-être même des balados ou des outils éducationnels pour les jeunes et les moins jeunes. Dani? Donc, la grande idée, c'est évidemment, on travaille toujours dans le concept de travailler ensemble, mobiliser, concerter les acteurs, puis on a vu que finalement, les acteurs qui sont à même de transformer la situation, donc évidemment, il y a les consommateurs, les citoyens, des citoyens formés peuvent pousser dans le bon sens, mais il y a aussi forcément une structure, des lois, des règlements, des façons de faire, une approche historique. Et donc, nos actions veulent aussi impliquer les décideurs. Donc, dans ce cas-ci, il y en a plusieurs, mais le MAPAC, dans un premier temps, qui est impliqué. Et donc, là, ce que je vous présente ici, finalement, c'est les résultats, finalement, d'un portrait des pêches qui a été rédigé par l'Institut de recherche en économie contemporaine, là, qui a joint le projet dans la deuxième phase pour nous aider justement à comprendre cette fameuse structure-là, puis la réalité économique, mais pas que l'économie des chiffres, des débarquements qui sont bien connus, en fin de compte, qui sont aussi gérés par MAPAC, Pêche Océan et tout, mais une économie qui est liée au territoire, aux communautés, à l'humain, finalement, qui bénéficie et génère cette économie-là. Et donc, dans ce portrait-là qu'on se propose, là, donc, le portrait en détail va être présenté lors d'un webinaire organisé par Manger notre Saint-Laurent sous peu. En fait, on a ici le 7 octobre qui est passé, mais il y aura d'autres présentations à venir. Puis, on va publier aussi ce portrait des pêches. Extrêmement intéressant, une lecture extrêmement intéressante. Puis ici, je vous donne, en fin de compte, les 4 grands constats qui émanent de ce document-là. Donc, il n'y a pas de secret. En fin de compte, ça confirme une impression que nous, on a eue, nous qui ne sommes pas économistes, mais que la pêche est depuis longtemps, depuis toujours, en fin de compte, depuis la création du Canada, et puis tournée vers les exportations. Donc, on exporte plus du 2/3 de ce qu'on pêche ici vers les marchés extérieurs. Au cours de l'histoire, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'intervention de l'État, à la fois que ce soit du Québec ou du Canada ou ensemble, est désorganisé, puis c'est peu structuré, peu coordonné, et il n'existe pas de vision, on va dire, de développement cohérent pour contrecarrer cette tendance-là vers les exportations. Donc, il y a peu de coordination. On est aussi dans un constat, si on regarde aussi à travers l'histoire, que les consommateurs aujourd'hui se disent prêts à acheter davantage de produits de la mer. Le pouvoir d'achat est nettement supérieur à ce que c'était au début du siècle, au milieu du siècle. Et il y a une grande concentration de la distribution, ce qu'on appelle des oligopsones. Voilà, des oligopsones, on apprend des nouveaux mots. Vous googlerez ça, oligopsone. Donc, finalement, où la distribution est concentrée dans la main d'un faible nombre de joueurs qui distribuent d'un grand nombre de producteurs de pêcheurs. Et donc, le marché, les produits pêchés ici sont difficilement accessibles à nos tablettes. Ça, ce sont des grands constats. Et le portrait, finalement, de ces constats-là propose 4 grandes recommandations aussi. Et c'est ça qui est extrêmement motivant pour le collectif, c'est qu'on a maintenant, il se présente des solutions qui ne sont pas des solutions qui vont pouvoir être mises de l'avant rapidement, mais donc il faut travailler ensemble avec les décideurs et aussi en mobilisant toute la population. Si on comprend, nous, comme communauté scientifique, bien ces enjeux-là qui ne sont pas nécessairement... on ne parle pas de dynamique des nutriments ou de la physique ou de la glace ici, mais plutôt
les dynamiques sociales et économiques. C'est extrêmement intéressant, en tout cas pour un océanographe, d'être confronté à ça. Et ça nous aide à mieux envisager quelles sont les priorités qui peuvent orienter la recherche aussi dans un deuxième temps. Mélanie, je ne sais pas s'il y a une autre slide ensuite. Non, c'est ça. Donc, on n'a pas mis les recommandations. Sinon, je peux les montrer, Dani, si tu as envie d'en parler un peu. Je pense que ça serait je pense qu'on a atteint notre... On pourrait les mettre comme en guise de conclusion, là, mais pour comprendre ces recommandations-là, finalement, il faut lire le portrait des pêches, mais en gros, ça implique de se remonter les manches, puis par exemple, mettre en place des équipes d'intervention qui vont vraiment être au fait des problématiques régionales, puis de créer des projets pilotes structurants pour les milieux. Ça interpelle aussi des outils publics comme la stratégie maritime du Québec, la politique bioalimentaire du Québec. Il y a des outils réglementaires qui existent, qui peuvent être mieux organisés pour pousser dans le bon sens. Améliorer des processus de traçabilité, d'identification des ressources, donc comme les appellations d'origine contrôlée, mais aussi de savoir d'où vient le produit. C'est un enjeu technologique aussi, puis d'implémentation important. Puis, finalement, mettre en place un mécanisme de coordination de l'offre et de la demande, donc qui revient à dire qu'il y a un problème, il y a un paradoxe actuellement au Québec entre ces deux pôles-là, et il faut la coordonner. Il faut s'en occuper et la coordonner d'une manière intelligente à toutes les échelles, donc des échelles régionales jusqu'aux échelles nationales. Sans évidemment aller à l'encontre radicalement de ce qui existe maintenant, mais travailler ensemble pour... donc, c'est pour ça qu'on sent qu'on est on est un collectif qui porte un projet de société. Donc, ce ne sera pas quelques personnes seulement qui vont mettre ça en place, mais le fruit d'une communauté entière. Donc, si vous voulez vous impliquer, il est encore temps, il est toujours temps. Le but, c'est d'attraper des gens pour que vous soyez informés. Donc, informez-vous, restez en contact. On a sur Facebook mangenet-saint-laurent.com, Mangenet-Saint-Laurent, et il y a la plateforme elle-même mangenet-saint-laurent.com qu'on va faire évoluer pour mettre de l'avant un peu plus les informations, les beaux articles qu'on a qui sont en production, qui sont déjà là, puis qui nous renseignent. C'est des lectures très passionnantes et rapides, en fin de compte, pour progresser dans ce sujet-là. Et si vous avez des questions, Esteban Figueroa, qui est le coordonnateur au CIRAD à Carleton, qui s'occupe du projet. Puis, si je peux compléter, Dani, si jamais il y en a d'entre vous qui aimeriez écrire des articles vulgarisés sur les espèces que vous étudiez dans le Saint-Laurent, il y a vraiment de la place pour ça, sur des enjeux réglementaires, sur des enjeux de durabilité de la ressource. N'hésitez pas à nous faire signe, les contributions sont plus que bienvenues. Donc, voilà. Hey, on a réussi en 40 minutes oui, c'est bien, à raconter 3 ans. Bravo, Mélanie. Merci beaucoup. C'est génial. Merci. Merci à nos deux conférenciers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais vous inviter soit à allumer votre micro, votre caméra pour poser directement les questions à Dani et Mélanie. Sinon, vous pouvez les écrire via notre chat en prenant soin de l'adresser à tout le monde. Attends un petit peu. Ça fait combien de personnes, tout ça? Vas-y, pose ta question. Moi, j'aurais une question. Est-ce que ce sont les mêmes distributeurs qui distribuent les aliments du Saint-Laurent et ceux qui distribuent les aliments dans les épiceries du Québec? Je veux dire par là, les gens qui reçoivent les aliments du Saint-Laurent, est-ce que ce sont, par exemple, des compagnies japonaises et américaines qui distribuent au Japon puis aux États-Unis, ou bien ce sont des distributeurs québécois qui distribuent aussi dans les épiceries du Québec? Et, écoute, dernièrement, on a fait un webinaire justement là, où cette question-là avait été, on aurait pu y répondre. Donc, Gabriel et François auraient pu répondre à ta question. Il faudrait que j'aille dans le rapport, mais il y a quelques grands noms. Comment ça s'appelle? Colibor, par exemple, en est un. Donc, ce sont mais il y en a 3 ou 4. Et oui, ce sont les mêmes. Ces géants-là ont le pouvoir de distribuer aussi les produits locaux, autant que les produits importés. Mais c'est vraiment parce que la distribution et l'économie a été orientée vers une logique exportatrice, extractiviste,
que maintenant, les rouages, l'engrenage est enclenché et puis que finalement, pour faire marche arrière, bien, il faut être compétitif, il faut que les prix soient là, donc il faut qu'il y ait la demande. Donc, ce qu'on note, c'est que, par exemple, à travers l'exemple de Fruits de mer du Québec, ben, c'est une entreprise locale qui a pris en main de distribuer ça, donc de faire affaire directement avec les pêcheurs, de s'occuper de la mise en marché, de livrer et tout. Et ça, ce n'est pas un grand joueur comparativement aux grands distributeurs qui ne s'occupent pas, ceci dit, que des aliments de la mer, mais ils s'occupent de tous les produits alimentaires aussi, là. Donc, quand Métro ou l'Oblast essaient d'acheter, ben c'est ça, ils font affaire avec parfois la facilité des ententes qui existent déjà. Mais oui, ce sont les mêmes en partie, Maxime. Merci. Il y a des questions dans le chat, Dani, un petit peu. Y a-t-il des présentations des ateliers faits dans les écoles primaires et secondaires pour faire connaître et goûter les produits marins? En fait, on a fait quelques ateliers, entre autres avec Dani au Parc du Bic. Moi, j'ai présenté à l'école de Rivière-du-Loup. Ça nous est arrivé de... Mais encore là, on amorce, tu sais, c'est une amorce. Veux-tu parler un petit peu du projet d'Émilie, Dani? Tout à fait. L'idée, l'éducation est centrale, comme je l'ai dit, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je pense que ce qu'on vise, évidemment, c'est intéressant d'aller dans les écoles et de faire goûter. Puis ça, il y a déjà des organismes qui le font bien. Il y a les petits cuistots de la Madeleine, il y a des ateliers ici à Pierre-Olivier Ferry au BIC qui ils le font avec les écoles. C'est génial. Le projet vise plutôt à s'intéresser à documenter ou à comprendre comment les jeunes se situent par rapport à ça. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont absolument pas au courant de ces grands enjeux, de ces paradoxes-là. Puis, quand on présente ces paradoxes-là aux jeunes, bien, tout de suite, le paradoxe émerge comme étant flagrant, puis bien, il faut le régler, il faut faire quelque chose. Puis, et c'est quand même, mais la question en amont qu'on se pose, c'est pourquoi ils ne le savent pas? Pourquoi ces enjeux-là ne sont pas enseignés dans les écoles? Et là, vient tout un paquet de réponses partielles, de travail aussi. C'est un programme en soi, d'action, d'implémentation, pour faire en sorte que les jeunes soient un peu plus exposés à ça. Puis, les jeunes ne sont pas tous homogènes. Les jeunes qui vivent à Rimouski ou qui vivent dans le Golfe ont une relation extrêmement différente par rapport aux aliments du fleuve. Il y a aussi des inéquités sociales qui sont à prendre en compte. C'est extrêmement complexe. Et c'est dans cette voie-là qu'on tente de réfléchir à l'éducation plutôt que de créer des outils ou des ateliers clés en main pour faire goûter, ce qui est une bonne chose en soi aussi, mais voilà. Et aussi, si je peux compléter, à l'aide du documentaire Chasseurs de phoques, qui a été présenté dans le cadre de Québec Océan l'année passée avec Mike Hamill, entre autres, de l'IML, et le réalisateur Nicolas Lévesque. L'idée, c'est d'utiliser le documentaire pour amorcer les discussions avec des jeunes au secondaire, au cégep, avec quelques écoles. Là. On est une petite équipe, là. Même si on parle de collectif, on n'est pas tant que ça au niveau vraiment des activités pour les écoles, mais de faire des activités avec les jeunes pour comprendre leur perception par rapport aux phoques. Le nom du documentaire, c'est « Chasseurs de phoques ». Pour lequel on a acheté les droits de diffusion à fin éducative là, avec des jeunes dans les écoles. Là, ici, il y a une question de Philippe qui dit « Quel a été le plus grand défi rencontré dans le projet? » Moi, j'ai tellement appris de choses. On est constamment à l'extérieur de notre zone de confort. Là. Ouais. On a rencontré le MAPAC il y a quelques semaines. Donc, on a engagé des belles conversations avec le MAPAC qui se poursuivent. Je te dirais, Phil, que personnellement, quand les idées popaient, qu'on voyait l'ampleur de ce qu'il fallait faire pour agir de manière significative là-dedans, il y a un grand vertige immédiat qui s'ensuit. Puis là, tu dis, mais je ne peux pas croire qu'il faut faire ça. Personnellement, on a le goût de se décourager. Puis quand on ouvre les yeux puis qu'on est dans la salle remplie de gens capables, qui sont enthousiastes, on pense ici au le président de l'association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine ou Joanne Vigneault ou le directeur de la santé publique, ils sont là puis ils partagent cet engouement. Ben mon Dieu, on prend un grand respire, on dort là-dessus, puis on fait un pas à la fois, en gros. Mais à chaque fois, c'est un défi. Puis encore une fois, moi, je les ressens encore quand on a une prochaine présentation avec le groupe de
directeurs régionaux du MAPAC, par exemple. Ou même quand on partage ces idées-là à des transformateurs qui jouent un rôle dans le système. Ici, il y a une question de Brigitte. Le gouvernement québécois pourrait-il imposer un quota de distribution locale versus distribution internationale? La réponse est pourquoi pas. La question qui subvient, c'est comment on fait pour en venir à ça. Donc, quelques rencontres avec des élus nous ont fait miroiter qu'il y en a qui sont prêts à créer une commission parlementaire puis écrire un projet de loi. Puis le réflexe, c'est de dire attendez un peu, il faut bien comprendre ce qui serait optimal, quelle voie serait la plus porteuse pour l'avenir. Donc, un quota de distribution locale, ça pourrait être une recommandation qui pourrait être portée ou suggérée par l'équipe d'intervention quand elle va être mise sur pied, ou la coordination de l'offre et la demande. Est-ce que c'est un outil économique viable? Si eux le proposent en collaboration avec les pêcheurs, les distributeurs et tout, ben pourquoi pas? Mais il peut y avoir d'autres outils, puis je ne les connais pas. Mais ce qui me rassure, c'est on collabore, là, ils ne sont pas présents ici, mais avec des experts vraiment qui connaissent ça vraiment, puis en qui on a confiance. Depuis une émission de Manger ton Saint-Laurent par Christian Vincent, j'ai été vraiment sensibilisé à acheter mes poissons via votre plateforme où il y a suggestion d'approvisionnement. Comment puis-je être certaine que mes achats sont vraiment dédiés à nos pêcheurs du Saint-Laurent? Hey! Je vous interromps parce que Colombe Saint-Pierre est là. Bon, ben Colombe, je te... Québec-Océan, je te présente Colombe. Colombe, Québec-Océan. Allô? Santé! Hey, vous êtes une gang! Hey, je viens juste d'arriver, j'ai encore mon manteau. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux répondre à une question? Oui. Oui. Donc, si quelqu'un se demande, il s'appelle Robitaille, comment puis-je être certaine que mes achats sont vraiment dédiés à nos pêcheurs? Ce qu'on trouve sur le site de Manger notre Saint-Laurent, par exemple. On nous fait confiance, mais comment on peut être certain que ça va aux pêcheurs, ce qu'on achète? Oui, c'est une bonne question. Ben, en fait, c'est sûr et certain qu'il y a pour l'instant pas encore comment je pourrais dire, de procédés de traçabilité qui sont assez efficaces pour dire que tu es sûr à 100%. Sinon, le système le plus efficace, ça reste encore finalement celui qui vend le poisson qui peut être en mesure de répondre à cette question-là. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui est à développer, c'est-à-dire la traçabilité. Puis Chasse-Marée le fait. C'est-à-dire qu'à chaque livraison de poisson, il y a vraiment le nom du bateau, le nom du pêcheur, le produit. Ce qui se fait un petit peu pour les huîtres en ce moment, là, à cause finalement des dangers reliés à certaines toxines. Là. Pour les huîtres, c'est quelque chose qui se fait de façon régulière. Puis comme quand tu es restaurateur, tu es obligé de garder le petit papier au cas où il y aurait un problème, en fait, là. Donc, nous, les restaurateurs, il faut toujours conserver pour tout ce qui est moules, huîtres, toutes ces dérivés de cette famille-là. Il faut conserver les papiers pendant 1 mois. Mais sinon, pour le poisson, ça n'existe pas. Non, c'est pour ça qu'on encourage sur notre plateforme les gens à dialoguer avec leurs poissonniers, leur poser la question d'où vient-il ce poisson-là. On a mentionné Fruits de mer du Québec. Fruits de mer du Québec, quand même, sur l'emballage aussi, dit d'où ça vient, tout ça. Donc, il y a des seaux de qualité qui sont régionaux. Puis, mais encore une fois, il y a un manque de coordination de tous ces seaux-là puis, pour que ça puisse être un modèle bien répandu, en fin de compte. Coucou Colombe, je suis tellement contente de te voir. Je suis une de tes femmes depuis vraiment longtemps. Bon, une petite crise d'amour. Merci de ces réponses. OK, est-ce que le commerçant peut répondre à la traçabilité? OK, c'était ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Colombe? Là? On a le privilège de l'avoir avec nous. Hey, c'est le fly. Hein? C'est le fly. Ils peuvent-tu mettre leur micro puis parler, poser la question directement? Moi, Oui, ils peuvent allumer leur micro, même allumer leur caméra si vous voulez, pour qu'on vous voit poser directement vos questions à Colombe. Mais en attendant que les gens ils démarrent un peu leur machine, oui.
qu'il y a certaines ressources qui seraient plus difficiles à réintégrer ou à intégrer dans nos assiettes? Je pense notamment aux phoques, avec justement certaines publicités qui avaient été faites il y a quelques années par des publicités négatives, on s'entend, par Brigitte Bardot et compagnie. Et comment on peut venir à bout de ces mauvaises publicités pour réintégrer des aliments un peu problématiques, problématiques à cause de cette publicité, comme le phoque? Colombe, oui, je ne sais pas. Ben, sûrement. Non, mais en fait, ça s'appelle des préjugés, puis c'est difficile à défaire, c'est difficile à déconstruire, c'est une question de temps, mais c'est une question d'être présent aussi et d'avoir accès à de la bonne information. Ce qui me rappelle mon premier combat, c'était la presse indépendante parce qu'il y a toujours la possibilité d'être informé différemment, là, mais c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte aussi de tenir des discours qui vont être plus rassembleurs que destructeurs par rapport à cette ressource-là. Mais c'est sûr et certain que c'est une question de temps. Et puis d'arguments. Il va falloir trouver les bons arguments pour pouvoir faire en sorte que l'opinion publique change à ce niveau-là. Si je peux compléter, pour ce qui est mettons, il y a des préoccupations, par exemple, par rapport aux contaminants dans le phoque. Donc, il y a de l'information à transmettre, mais aussi sur les pratiques sécuritaires pour cuisiner le phoque. Mais aussi, comment cuisiner la viande de phoque. La viande de phoque est une viande qui est vraiment maigre. Sur un phoque, le gras se ramasse sous la peau, mais pas dans la chair en tant que telle. Donc, il y a vraiment un savoir-faire d'apprendre à cuisiner le phoque qui peut te permettre de l'apprécier, parce que si c'est mal cuisiné, c'est pas mal moins bon. C'est pas très bon. Si c'est mal cuisiné. Donc, il y a tout un volet aussi, je te dirais, savoir-faire là, au niveau de comment cuisiner la viande de phoque pour lui donner toute sa juste valeur. Les Madelinos en connaissent long là-dessus, donc je pense qu'il y a des beaux échanges à mettre en place avec plusieurs regroupements aux îles de la Madeleine. Il y a le Phoque Fest, il y en a Rendez-vous du loup-marin. Oui. Il y a plusieurs initiatives qui existent en termes de promotion de la viande de phoque avec, entre autres, des chefs culinaires où vous jouez un grand rôle en termes de promotion des ressources qui sont moins connues. C'est sûr que pour les techniques, là, même chose pour l'oursin. L'oursin, même chose. Mais c'est qu'il faut commencer doucement aussi, tu sais, c'est ça, comme Kim ici, côté, fait genre de la voyons, ça, de la pépérette de phoque. Tu sais, le phoque, c'est une viande qui s'apprête bien en charcuterie, puis la charcuterie, c'est pour le consommateur, donc, si on peut dire moyen, là, normal, c'est une façon de commencer à le faire apprécier. Tu sais, c'est sûr qu'un morceau de phoque cru, quand tu n'as jamais mangé ça, ce n'est pas la première chose à cibler, tu sais, au niveau des consommateurs pour pouvoir leur faire apprécier. Puis l'oursin, comme dit Mélanie, c'est la même chose. Tu sais, moi, je faisais au restaurant, on faisait des genres d'après-midi où on s'installait à l'extérieur puis on ouvrait des oursins. On faisait goûter aux gens, mais tu sais, il y avait un petit accompagnement avec chaque, parce qu'une gonade comme ça, si c'est la première fois que tu en manges, c'est difficile c'est quand même assez puissant au niveau iode et puis tout ça. Tu sais, c'est des goûts qu'on a perdus, tu sais, qu'on a pu dans nos références gustatives, c'est plus des goûts auxquels on est habitué, donc il faut comme y aller tranquille avec des goûts un peu plus connus. Tu sais, on mettait avec les gonades, tu sais, des noix, avec des noix, c'est super bon, des noix un peu caramélisées, là, puis tu sais, comme le monde, ils font « Waouh! » Les huîtres, même chose, les huîtres chaudes passent beaucoup mieux que des huîtres crues ou légèrement cuites. Fait que c'est toutes des petites tactiques. Moi, je donnais des cours aux enfants, puis c'est une bonne façon de voir comment tu peux faire passer quelque chose de façon détournée. Puis ça m'a donné beaucoup de... Puis ça marche pour nous aussi, j'ai des enfants, mais tu sais, ça marche pour nous aussi. C'est de déguiser légèrement le goût pour commencer, pour pouvoir l'apprécier vraiment après.
Il y a Raphaël Piché qui se demandait comment cuisiner le flétan, donc je l'ai orienté vers les vidéos dans le bas de la page Manger notre Saint-Laurent. Colombe nous fait un flétan à vapeur. Puis moi, je vous fais un flétan au four dans la cuisine de Colombe avec mon fils. Donc, c'est des choses hyper simples, super délicieuses. Puis il y a d'autres vidéos aussi que vous pourrez découvrir là. Personnellement, moi, quand on a parlé avec Régent Vigneault, qui est le charcutier, boucher, chasseur de phoques des îles de la Madeleine, j'ai appris des choses assez effarantes sur la gestion du phoque. Donc, d'abord que le phoque, c'est une chasse, c'est une viande. C'est considéré comme une viande pour le MAPAC et non un poisson, alors qu'ailleurs au Canada, c'est un poisson. Donc, il y a toutes des règles qui, au niveau des aliments qui restreignent. On ne peut pas faire n'importe quoi avec du poisson. On ne peut pas le mélanger avec de la viande en charcuterie facilement. Donc, il faut des permis spéciaux, des dérogations. Puis, alors ça démontre en fin de compte qu'il y a des choses qui permettent et restreignent certaines pratiques qui pourraient être envisagées. Le problème, c'est que le flétan atlantique est présentement à 60 $ le kilo. Oui. Oui. Ouais, c'est à peu près, c'est pas mal dans les prix. Mais à ça, je peux ajouter que moi, dans ce que j'ai constaté depuis 17 ans au restaurant, c'est que dans le grand projet de l'autonomie alimentaire, il y a une chose avec laquelle il va falloir qu'on fasse la paix maintenant, c'est que oui, ça va coûter beaucoup plus cher de manger nos produits. Puis que, ben, c'est une question d'investir aujourd'hui aussi pour pouvoir faire en sorte que demain, on puisse faire baisser justement ces prix-là par rapport au fait qu'on aura une demande assez forte pour que, tu sais, nos pêcheurs puis nos distributeurs puissent avoir finalement une certaine sécurité au niveau de cette vente-là. C'est-à-dire, tu sais, c'est difficile. En fait, le 60 $ qu'on prend aussi, toutes les pertes reliées au filetage, toutes les pertes reliées à genre la non-vente, par exemple, d'un de ces poissons-là. Puis, tu sais, pour l'avoir fait, puis on en parlait justement avec Mélanie, Dani, puis avec tout le collectif Manger notre Saint-Laurent, que il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau du travail que ça comporte d'avoir accès à avoir un filet de poisson simplement. Tu sais, il faut s'arrêter, c'est du travail, il faut le fileter, il faut l'emballer, il y a tout ça. Puis il y a tout ça qu'il faut considérer. C'est pour ça que finalement, si on regarde le combat, il est quand même grandiose là, parce qu'il faut essayer de convaincre tout le monde que finalement, ce qui n'est pas normal, c'est des filets de tilapia à 15 piastres le kilo. Ça, c'est pas normal. C'est produit dans des conditions d'élevage où on peut soulever des questions en termes de salubrité et de contaminants chimiques dans la ressource. Oui. Aussi de main-d'œuvre, il ne faut pas oublier, tu sais, la main-d'œuvre au Québec coûte ce qu'elle doit coûter, en fait. Tu sais, c'est ça. On est dans le néant depuis les 20 dernières années par rapport à la valeur réelle des choses. Puis c'est pour ça qu'on a du mal à avoir accès à nos ressources, parce qu'il y a plein de monde dans le monde qui sont prêts à payer 2 fois plus cher que ce que nous, on est prêts à payer pour nos produits. Puis ça, c'est la grande question, puis c'est le grand drame dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aux États-Unis, en Asie, qui sont prêts à payer vraiment beaucoup plus cher, et puis qui ont les moyens aussi, et puis il faut se protéger de ça au Québec, parce qu'il faut qu'on continue d'avoir accès quand même à ces ressources-là. Mais il va falloir aussi que tout le monde fasse un petit peu sa part, puis qu'on accepte de payer un peu plus cher pour des produits de qualité. Est-ce que vous avez une question pour Colombe, Mélanie? J'en vois pas d'autres là. Les gens commencent à quitter. Moi, je les ai salués. Au revoir ceux qui doivent nous quitter. Merci énormément, Colombe, d'être passé. C'est rien. Une belle surprise. Ouais. Passé. Donc, bon dîner tout le monde.
Ben, merci à à bientôt. nous. Puis faites-nous signe si certains d'entre vous veulent produire des textes vulgarisés, là, ça serait vraiment utile et apprécié. Ben, merci à nos 2 conférenciers, merci à tout le monde, merci à Colombe aussi pour cette visite surprise. Pour vous rappeler, notre webinaire sera disponible prochainement si vous voulez réécouter cette super présentation. Encore, si vous n'en lassez pas, puis si vous voulez en apprendre plus sur notre Saint-Laurent, visitez mangernotre-saint-laurent.com. Merci à tous. Merci. Merci tout le monde.